Bienvenue dans le podcast Vivre l'individuation. Je m'appelle Marius Chalmin et ici, on va remettre en question normes et autres attentes de la société. Avec des invités qui ont décidé de suivre leur cœur et de faire un métier passion, on va revoir la notion d'individuation. C'est une notion qui a été introduite par Carl Jung il y a presque 100 ans. Revenir à ce qu'on est vraiment, se reconnecter à soi avec une considération du conscient et de l'inconscient. Premier épisode de ce podcast, on a tous les deux pris un chemin assez différent. On a décidé de faire de notre passion notre métier. Toi, tu y es depuis un peu plus longtemps que moi. Tu as un podcast qui tourne déjà depuis 2 ans, je crois. Ça me touche beaucoup que tu viennes m'aider sur le début de mon podcast. Bon, ça fait un moment qu'on parle, on a vraiment plein de choses intéressantes à dire. Toi, comme moi, tu as animé d'une mission et je vais te laisser présenter ta mission. Je suis hyper honorée que tu aies choisi de m'inviter pour le premier épisode de ton podcast. Ouais, en effet, moi, ça fait depuis janvier 2021 que j'ai lancé les miens et c'est un super exercice, donc bravo de t'être lancé. Donc, ma mission, je dirais que j'en ai plusieurs parce que ça s'adresse à des publics différents et à des périodes différentes. Donc, je dirais qu'une de mes premières missions, c'est de poser la question du sens au travail, à la fois pour les élèves qui vont être des jeunes diplômés, à la fois pour les personnes qui sont déjà en poste en fait et qui ne sont peut-être pas forcément posé la question du sens qu'ils allaient donner à leur vie jusque-là. On se retrouve dans une génération où on le cherche de plus en plus et donc du coup, il n'y a pas d'âge pour se poser la question du sens, même si on ne se l'est pas posé jusqu'ici, on peut toujours se la poser. Donc je fais ça au travers de documentaires, au travers de mes podcasts, au travers de mes posts sur LinkedIn, enfin différents canaux. Et j'ai une autre mission qui est plus égalité des chances, qui me tient tout autant à cœur. C'est d'aider les étudiants notamment qui viennent de milieux sociaux plus modestes à s'insérer professionnellement. Donc je fais ça avec des conseils networking ou des conseils LinkedIn et je fais ça aussi dans des associations dans lesquelles je m'engage. Donc là, je viens de rejoindre un collectif qui s'appelle les Different Leaders, qui agissent justement pour l'égalité des chances en menant des actions jusqu'aux sphères politiques, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour faire des actions de lobbyisme pour justement favoriser l'égalité des chances. Donc voilà un petit peu qui je suis et qu'est-ce qui m'anime. Super. Mais ouais, moi je t'avais surtout connu pour cette deuxième action, le networking. En plus, tu t'adresses vraiment à des jeunes et ça, je trouve ça fou. Parce que moi, justement, j'ai eu ce trajet où j'ai fait une prépa scientifique parce que voilà, j'étais fort en maths, école d'ingé et globalement, quand tu arrives, tu sors de tout ça, tu te dis qu'est-ce que je vais faire? On t'a formé à un truc, mais à un moment justement, il y a la question du sens qui vient et la question, mais quand on arrive dans la vie active, on se rend compte de l'importance du réseau et des différences que ça fait, sachant que y en a qui ont déjà ce réseau-là et d'autres qui l'ont pas du tout. Et je trouve que le fait que tu offres cette opportunité, tout ça sur tous tes réseaux, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et du coup, petite question du podcast, c'est quoi pour toi l'individuation? Ok, alors pour moi l'individuation, c'est partir de soi. En fait, on grandit dans une société où on hérite de croyances, on hérite de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, alors que c'est plus des conventions que des impératifs. Et du coup, dans tout ça, en fait, dans toute cette masse d'informations ou d'injonctions, c'est super dur de réfléchir à ce qu'on veut nous et de faire la séparation entre ce qu'on veut nous et ce qu'on pense qu'on veut, parce qu'en réalité, on essaie de satisfaire les autres, ou on essaie de se conformer à ce qui se fait déjà. Donc pour moi c'est le processus parce que c'est je trouve que c'est vraiment un processus, c'est hyper long de déconstruire et c'est très difficile aussi de se rendre compte de de quel type de croyances on a hérité et qu'est-ce qui est vraiment nos croyances profondes et, l'individuation c'est le fait d'essayer de se rapprocher au plus profond de ce qu'on veut, de ce qui fait notre singularité, de ce qui fait que de nos valeurs, de ce qui nous tient vraiment à cœur à nous, et d'essayer au maximum de détacher les attentes des autres de nos choix, quoi. C'est fou parce que je pensais pas que tu serais aussi proche. En soi, c'est exactement ça l'individuation. Et je pensais pas que ça serait un terme qui parlerait toujours autant de nos jours parce que c'est un terme assez ancien qui a été introduit par Carl Jung et que j'ai envie de remettre au bout du jour. Et en soi, c'est exactement ce que tu as dit. Et justement, dans ce process, est-ce que toi, tu as utilisé des outils particuliers pour t'amener à ton individuation? Ouais, plein. Moi, j'ai fait beaucoup de coaching en développement personnel. Donc, il y a 2 moments marquants. J'ai fait la formation de David Laroche en septembre 2021, qui s'appelle Entraîner pour réussir. C'est un peu injonction au succès, mais en vrai, moi, ça me parlait de ouf. Et dans cette formation, il y a un gros travail justement sur la mission de vie, sur les croyances limitantes, sur la relation à la famille. Enfin, c'est vraiment un programme, je trouve, hyper holistique parce que c'est pas que professionnel. T'as vraiment
un travail sur tes relations, sur ta relation à toi-même, sur ta relation à tes parents, sur ta relation au sport, à l'alimentation. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit aussi complet et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à savoir donc dans quelle direction j'avais envie d'aller. Un autre outil qui m'a aidé, même si on n'y pense pas comme ça, c'est le networking. C'est pour ça que j'en parle autant aujourd'hui. C'est que tu vois, au-delà de l'introspection, c'est hyper important de faire des rencontres. Et en fait, c'est en multipliant les rencontres, en parlant aux gens de ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas dans leur métier, que j'ai vraiment compris ce que moi j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire en essayant de me projeter dans le futur, tu vois. Et en récoltant plein de témoignages, de retours d'expérience de plein de gens qui avaient travaillé dans plein de secteurs différents. Euh, c'est aussi s'autoriser à vivre ses rêves, en rencontrant plein de gens en fait qui avaient des parcours parfois hyper ambitieux ou hyper surprenants, que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de me mettre des limites et de pas me fixer des objectifs que ce qui était possible, mais juste ce que j'avais envie. Et le dernier outil que je vais te citer plus récemment, non, ça date quand même il y a un an, c'est un autre programme d'introspection que j'avais fait en 2 week-ends qui s'appelle Gatemery Sweet Spot. Donc c'était une des amies que j'ai rencontrées au TEDx qui facilitait ces ateliers. Et ce que j'avais adoré, c'était ces ateliers collectifs d'introspection. Donc c'était trop bien parce que à travers le regard de l'autre, t'apprenais vachement à te connaître toi-même. Et c'est vraiment dans cet atelier-là qu'il y a plein de choses que j'ai mis des mots sur plein de choses que j'avais envie de faire, tu vois. Le programme de David Laroche m'avait déjà beaucoup aidé, mais j'étais quand même seule dans mes questionnements. Alors que là, le fait d'avoir des personnes avec moi qui avaient une super belle sensibilité et qui comprenaient vachement qui j'étais et ce que j'avais envie de faire, ça m'a vraiment aidé à poser des mots sur les choses et sur mes vrais objectifs, sur mes vrais rêves. Et une fois que j'avais justement compris dans quelle direction j'avais envie d'aller, c'était beaucoup plus facile de poser des actions alignées avec cet objectif pour aller dans la bonne direction pour moi. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Déjà, moi, j'ai fait ce parcours de l'introspection très solitaire. Et un peu malgré moi, par hasard, j'étais confronté à Chloé Bloom au cours d'un événement. Et là, vraiment, ça a secoué plein de choses. En fait, je sortais assez peu dans le cadre de mon travail. Et du coup, ça faisait un moment que je m'étais pas confronté à d'autres idées. Et bon, déjà, là, la confrontation était assez forte, quoi. Et ça a vraiment secoué plein de choses, réveillé plein de choses. Et quand on est tout seul, vraiment, en introspection, c'est bien. Mais si on reste vraiment tout le temps tout seul, on a tendance à s'habituer à quelque chose et se créer un certain confort, alors que la relation aux autres va réveiller des points. C'est pas forcément ceux sur lesquels on a envie de travailler, mais globalement, comme tu le disais, tout est lié. Que ça soit le travail, la vie professionnelle, absolument tout se relie dans ce qu'on appelle le mindset, le développement personnel. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des contacts avec les autres parce qu'ils vont pointer du doigt quelque chose. Et toi, après, tu pourras décider d'y travailler ou non. Mais ils vont te pointer à un endroit différent que là où tu voudrais aller, quoi. Ouais, carrément. Ça rejoint aussi le rôle des mentors, je pense, de faire ça. Donc, j'en ai pas parlé, mais oui, j'ai aussi été accompagnée par une mentor grâce à une association. Et ça s'appelle Article 1 d'ailleurs, si ça intéresse des gens. Ça m'a énormément aidé. Pardon, j'en ai pas parlé parce que je n'y pensais même pas. C'est vrai qu'il y a toujours plein d'éléments qui font que t'es accompagné dans ton dev perso. Il y a aussi des livres qui m'ont aidé à un certain moment, des podcasts qui m'ont aidé. Mais bon, j'essaie de synthétiser les temps forts. Et c'est vrai que cette mentor m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre mon pouvoir, entre guillemets, parce que j'avais tendance à me minimiser un petit peu. Ouais, je comprends bien ça aussi. Et ouais, il y a énormément de moyens et tous les moyens sont bons. Après, vraiment, ça dépend aussi de à quel moment tu en es dans ta vie. Et je pense que ça soulève aussi la question il y a la notion d'autodidacte qui existe actuellement. Je trouve que c'est un non-sens complet parce qu'en général, quelqu'un d'autodidacte, c'est juste qu'il a tellement de sources de connaissances qu'il récupère, que ce soit YouTube, podcast, des livres. Il y a tellement de sources qu'il peut pas toutes les nommer, mais toutes ces sources-là ont un impact plus ou moins grand. Mais tout ça, c'est ça qui fait de lui ce qu'il est, quoi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. On se fait jamais tout seul. De toute façon, tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on apprend, c'est le résultat du travail des autres. Donc, même d'autodidacte, il profite de quelqu'un qui a vulgarisé ça sur Internet et qui le rend accessible. Donc oui, c'est quand même un professeur, mais en ligne, quoi. Ouais, et je trouve ça dommage parce qu'actuellement on est trop en mode c'est tout un encadrement, un professeur, etc. Alors que en vrai déjà le professeur il parle pas spécialement à toi, il parle à toute la classe, il apporte pas beaucoup plus qu'une vidéo je trouve. Et en général quand les gens sont dans un cursus scolaire ils sont un peu trop bloqués dedans, alors qu'un autodidacte va être je trouve ouvert à beaucoup plus de choses et ça pour moi c'est quand même assez important. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas ce que tu penses toi de l'école. Je t'avoue que moi plus ça va plus je suis assez contre pour plusieurs raisons.
Bah, je t'avoue que moi, je rentrais parfaitement dans le moule. Donc, si tu veux, j'ai mis beaucoup de temps avant de questionner et remettre en question l'école parce que ça m'a tellement apporté mes études et je pense que je fais partie de ces gens à qui le système scolaire convenait très bien. Du coup, j'ai toujours une grande modération quand je critique l'école parce que bah, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, tu vois, dans un système qui m'a aussi bien aidé à m'accomplir, où j'ai rencontré les bonnes personnes. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance, notamment à des moments cruciaux, d'avoir rencontré les bonnes personnes. Et je pense que au niveau, il y a plein de problèmes aujourd'hui avec l'école, vraiment. Enfin, quand on voit, bah, moi, je m'intéresse à l'égalité des chances, du coup, le fait qu'il y a énormément de reproduction sociale, ça c'est pas normal. Et la raison pour laquelle il y a autant de reproduction sociale, c'est parce que les critères qu'on évalue à l'école sont des critères qui se basent sur la culture générale, c'est comme ça, et beaucoup moins des compétences manuelles, beaucoup moins des compétences dont on ne peut pas hériter, tu vois. Donc, il y a plein de choses à repenser à l'école. Euh, et Ouais, moi, il y a une notion que j'aime bien autour de l'école aussi, c'est en fait, moi j'aime bien le MBTI et les travaux de Carl Jung. Il y a une notion de, pour traiter une information, soit tu vas prendre en compte de la logique, quelque chose d'intellectualisation, un raisonnement, soit tu vas prendre des émotions. Mhm. Et l'école est beaucoup dans tout ce qui est structure, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui Ouais, est prouvé par la science. Et cette deuxième partie de l'émotion, ouais. c'est plus la filière littéraire. Et encore, même pas, hein, parce que quand tu vas analyser un livre, que tu notes toutes les figures de style, etc., Ah ouais, ça c'est pas de l'émotion. c'est vrai. Et du coup, ouais, pour moi, l'école pousse beaucoup ce côté-là. Et en vrai, du coup, ça me surprend que l'école taille autant, parce que pour moi, je te voyais plus dans ce côté émotionnel. Ben, justement, en fait, je pense que j'ai toujours été la très bonne élève l'école a toujours valorisé cette partie de mon identité. Donc, j'étais très valorisée à l'école parce que ben, j'avais ce rôle de bonne élève. Mais je pense que ça m'a aussi beaucoup joué des tours d'avoir été cette bonne élève parce que, en fait, bonne élève, c'est quoi? C'est tu lèves bien la main, tu demandes l'autorisation pour faire des choses, tu juges beaucoup ta valeur à tes notes, des trucs comme ça. Et donc, au niveau estime de soi, ben, ça a plein de conséquences en fait. Et je pense Mm. que je me rends pas encore compte de en quoi ça m'a desservi parce que je vois beaucoup le côté positif, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs sur lesquels j'ai dû travailler après qui sont la conséquence de l'école et que j'avais même pas, que j'avais tellement intériorisé que je me rendais pas compte, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de demander l'autorisation tout le temps, ou de devoir respecter les règles, tu vois, c'est hyper. T'imagines dans ta vie le fait que tu dois toujours respecter une consigne et que tu as la bonne note quand tu respectes la consigne, ou le fait que à l'école, tu as toujours le problème qui est bien posé, alors que dans la vie, ben, les questions auxquelles tu dois répondre, elles sont pas toujours posées, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Donc, ouais, je pense que dans ta manière de penser, ça crée des trucs. Et c'est vrai que ce côté émotionnel, ben, j'en ai beaucoup souffert, et c'est pour ça que j'ai eu des mentors qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé après, parce que sinon, j'avais pas du tout confiance en moi, tu vois. J'avais confiance en Mm. moi tant que j'avais mes bonnes notes et tout ça, mais tu vois, si tu te détaches des notes, après, ta confiance, elle repose sur quoi, tu vois, si c'est pas des notes. Ouais, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, j'ai toujours été, entre guillemets, j'étais l'élève qui a des bonnes notes en maths, en sciences, Hmm. sans travailler du tout, parce que j'ai des programmes, je suis assez programmé. J'ai des... En fait, je prépare des choses et quand il y a un événement nouveau, il va rentrer dans un des programmes qui est déjà fait, ce qui fait que c'est un comportement qui est assez à l'école. Mais j'ai toujours une notion de quelque chose de plus. J'avoue que je savais, déjà j'ai une très bonne mémoire et je savais que il y a des choses qui prouvent que telle chose est vraie et ensuite il n'y a plus besoin de le prouver. Que Hmm. j'étais bon en maths, à un moment donné, à l'école, j'avais des 10. Pour moi, j'étais toujours bon en maths. Et il y a eu des critiques, ensuite on m'a dit mais non, t'es pas bon en maths. Je me suis dit, allez, il remet ça en question. Et bah là, je me suis dit, bah ok, bah, je vais lui prouver. Et puis mes notes sont remontées très vite. Parce que, ouais, je sais pas, c'était entre guillemets facile pour moi. Après, j'ai fait une prépa. Là, c'est plus difficile. Là, t'as vraiment des notes de merde. J'étais toujours dans la norme et toujours à pas sortir du lot tranquillement dans les habitudes. Et vraiment, moi, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu pour des raisons totalement différentes de l'école. En vrai, mon éveil, entre guillemets. J'ai eu une très grosse, c'est une grande période de transition qui a fait une très grande distinction entre moi avant, au moment de ma prépa scientifique, et de moi maintenant. Avant, j'étais vraiment très structuré, très dans la logique, et, euh, et j'ai essayé de rétablir l'équilibre en ayant à un moment donné trop dans l'émotion, trop dans le ressenti. Là, je pense que j'essaye d'atteindre un équilibre actuellement. Et du coup, ça m'amène à mon autre question. C'est quoi qui a fait pour toi justement cet éveil? Quand est-ce que tu as commencé à prendre du recul sur ce que tu voyais à l'école? Hmm.
Je pense que ça s'est fait quand je suis sortie de prépa, parce que tant que tu es dans la prépa, tu te poses pas trop de questions en fait. T'as des journées bien bien remplies. Mon prof, il avait une phrase, c'était la prépa, c'est tu fais du vélo, tu gardes la tête dans le guidon, tu Ouais, lèves pas la tête, tu lèves la tête quand t'as fini. ouais, Je c'est trouve ça. ça complètement horrible. C'est vraiment ce mode de pensée-là en prépa. Bah, en fait, non, je vais nuancer un petit peu. Je pense qu'en prépa, je me posais déjà pas mal de questions sur ce que j'allais faire après. Donc, c'était pas forcément sur mes émotions. Mais je réfléchissais quand même déjà. Enfin, tu vois, nous, en tout cas, en école de commerce, on nous demandait de préparer un projet professionnel. Donc, je commençais déjà à me poser des questions sur qui j'étais et ce dont j'avais envie, tu vois. J'essayais déjà de penser à qui j'étais. On avait des tests de personnalité. Voilà. Et c'est ça qui m'a un peu aidée. Pendant ma prépa, je préparais ça. Donc, on était toujours un peu poussé à se projeter dans le futur. Mais c'était quand même 10% de notre temps, tu vois, alors que 90% du temps, voilà, on avait un objectif, et une fois que enfin, c'est rassurant d'avoir un objectif parce que tu sais où tu vas, mais après, une fois que tu as atteint cet objectif, bah, tu as une autre montagne derrière, tu vois. Donc, je Mm. pense que c'est vraiment quand je suis arrivée en école de commerce que j'ai commencé à me poser plein de questions et que je suis rentrée à un autre niveau de développement personnel qui n'était plus juste body positive ou être heureux dans sa vie, mais plus existentiel, quoi. Et, au niveau émotionnel, bah, en fait, moi, je suis quelqu'un, je pense, d'hypersensible. Et enfin, je m'en rendais pas beaucoup compte avant. Mais tu vois, par exemple, j'étais capable de pleurer quand on me faisait un compliment, tu vois. Donc, je me rappelle aux journées parents-prof quand j'étais petite, à chaque fois que les profs me faisaient des compliments, je pleurais. Parce qu'il y avait ma mère à côté et je pleurais. Et même aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir pourquoi je pleurais, tu vois. Mais je sais pas si j'étais touchée ou si j'avais l'impression que je sais pas si ça me mettait mal à l'aise. Enfin bref, j'arrive pas à comprendre. Je Mais pense que ça va être une question de comment tu visualises les émotions. Moi, j'ai ma propre façon de visualiser les émotions. Je te la dirai après, peut-être d'abord. Dis-moi, c'est quoi pour toi une émotion? c'est là vraiment une émotion. Ouf. Je sais pas, en fait, c'est quelque chose que tu ressens dans le corps déjà et pas dans ton Ouais. esprit. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent plus qu'on pense ou qu'on rationalise, forcément. Merci, Julia. Qu'est-ce que c'est une émotion? En fait, c'est quelque chose en fait, qui te vient. Voilà, c'est un truc assez que tu ne décides pas, sur lequel tu n'as pas de contrôle au début, parce qu'après, du coup, tu peux essayer d'analyser tes émotions, canaliser tes émotions et tout ça, mais j'ai l'impression de prime abord, ça te surprend, tu vois. Et qu'ensuite, tu peux essayer de les observer, essayer d'en profiter ou d'en tirer parti ou autre comme ça. Mais Ouais, la vision assez classique, c'est la vision du cinéma, quelque chose qui se déroule devant toi et que tu regardes avec plus ou moins de recul. Soit tu es dans le film et dans ce cas-là, tu pas le contrôle, soit tu regardes, tu contrôles un peu plus. mhm, Moi, j'ai une vision assez différente, qui m'est assez propre. Moi, je vois ça comme, en fait, les émotions, je vois ça comme un courant, sachant que chaque émotion, chaque nuance, c'est un courant différent. Mais du coup, c'est un courant qui traverse notre corps. Et quand un courant nous traverse, soit on essaye de l'arrêter en construisant des barrages, etc. On va essayer de bloquer tout ça, ou soit on va juste l'accepter et le laisser passer. mhm. Et ce qui se passe peut-être dans ton cas, c'est qu'en fait, quand tu crées un barrage, bah, à un moment donné, ok, oui, tu bloques de l'eau, mais si jamais le flot qui arrive, bah, il est trop fort, et bah, le barrage, il va casser. Est-ce que c'est là que tu pleures ou c'est à un autre moment? Ça va dépendre de l'émotion, mais on appelle ça le débordement émotionnel, c'est quand l'émotion est trop forte, et là, du coup, elle va prendre le contrôle. Du coup, il y a une grande chance que ta réaction à toi, ça soit de pleurer. Mhm. Pour regarder un peu plus par rapport à, bah, tu parles d'émotion et de contrôle, et beaucoup le font, tu as toute la notion de contrôle des émotions, gestion des émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais ton flot d'émotions, tu le laisses s'écouler, juste tu le regardes, et tu regardes d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il veut t'emmener, tu le laisses passer comme ça, là, il n'y aura pas de notion de contrôle, et ça va pas te gêner, il va pas prendre le contrôle. En fait, les émotions prennent le contrôle que quand elles vont déborder. Et pour beaucoup de personnes, en fait, ils bloquent tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 17 ans. Vraiment, je bloquais tout. Il y a des chances que je sois hypersensible. Mais pendant 17 ans, j'avais quasiment pas d'émotions, sauf du coup dans ces débordements émotionnels. Et moi, j'avais besoin d'avoir le contrôle. Et du coup, bah, je mettais vraiment des barrages de partout. Et de temps en temps, les émotions, ça prenait le contrôle sur moi. Et en fait, je voyais les émotions que quand elles prenaient le contrôle. Du coup, pour moi, l'émotion, c'était quelque chose qui prend le contrôle. Et c'est tout. Et maintenant, j'apprends à prendre du recul et à les accepter et les laisser passer. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi aussi, enfin, j'ai l'impression d'avoir la même évolution. Moi aussi, avant, j'acceptais pas forcément mes émotions ou je pensais que je devais aller toujours bien, tu vois. Et maintenant, j'accepte beaucoup plus les phases de haut et de bas. Et quand j'ai envie de pleurer, ben, je me laisse pleurer et je me dis pas qu'il faut que j'aille bien, tu vois. Je me dis pas il faut que je sois positif ou quand j'ai envie de pleurer, je me dis pas il faut que je vois les choses du bon côté, tu vois. Genre, je me laisse pleurer et ensuite, je me rends compte que au final, tout va bien, mais d'abord, je me laisse pleurer, quoi. Ouais, ça c'est un gros challenge pour moi. Bah, je pense que c'est particulièrement vrai en tant qu'homme, mais pour tous les hommes, tu as le fait de
pas s'autoriser à pleurer en public. Et Mm. c'est quelque chose que je m'autorise toujours pas à faire. Une question de réaction des gens, quand quelqu'un voit un homme pleurer, ils vont vouloir le consoler, ils vont leur donner de l'aide. Moi, j'ai du mal à accepter de l'aide. Du coup, je veux pas montrer cette vulnérabilité. Mm. Enfin, bon, il y a tout un autre souci par rapport à mes valeurs, parce que pour moi, je veux être authentique, je veux montrer cette vulnérabilité, mais pas recevoir d'aide. Donc, pleurer, quelque chose de très particulier pour moi, Mm. et ouais, j'admire beaucoup les gens, et surtout les hommes qui arrivent à pleurer en public. Les émotions, c'est compliqué dans nos sociétés, je trouve. Ouais, je pense que pour les hommes, c'est particulièrement compliqué. En plus, c'est une masculinité toxique, donc. Ouais, ouais, ça serait un très très long sujet. Et ouais, la relation homme-femme. Et hier, j'écoutais un podcast ou ce matin, hier, j'écoutais un podcast de Chloé Bloom où elle parlait de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, sachant qu'il y a une distinction entre énergie féminine et être masculin ou féminin, distinction dont on trouve aussi avec l'orientation sexuelle. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration quand je vois un homme qui a une énergie féminine. C'est quelque chose de très particulier que tu vois pas souvent. Et c'est encore plus rare si jamais ils sont hétéros. Il y a toutes ces notions de homme, énergie. Et je trouve que, en fait, globalement, c'est pareil que pour tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Et du coup, l'homme doit être à la fois féminin et masculin dans son énergie. Mais actuellement, dans la société, elle met en avant l'énergie masculine. Et le pire, c'est qu'elle met même en avant l'énergie masculine pour les femmes. Et je trouve que c'est plein de choses qui sont très compliquées. Et moi, actuellement, c'est une de mes grandes missions de mettre en avant mon énergie féminine. Hyper intéressant, ouais. Je suis assez touchée par ces questions-là aussi. Je me suis posé pas mal de questions là-dessus. Sur justement le fait que parfois aussi j'étais euh, pas assez justement dans mon énergie féminine et trop, enfin pas assez dans mon intuition, etc. Et au contraire, parfois aussi que j'étais trop dans le care des autres et pas assez dans le côté masculin, donc un peu plus yang, action, faire, enfin plus fonçant, ne pas se poser de questions et tout ça. Donc c'est assez difficile de balancer les deux, je trouve, mais enfin c'est difficile d'en prendre conscience aussi peut-être, Ouais. mais ouais, je trouve C'est que la première étape. C'est la première étape d'en prendre conscience. Après, accepter leur existence. Et ça, accepter, c'est une notion aussi qui est assez compliquée. Enfin, en vrai, en développement personnel, quand on va profondément dans les choses, tout est compliqué, tout prend du temps. Et rien qu'accepter, accepter que les choses sont comme elles sont, c'est pas facile, hein. ouais, c'est une compétence carrément. Ouais. Et c'est quoi le truc le plus difficile que tu as eu à accepter dernièrement? Que j'ai raté mon permis. Non, mais je sais pas, attends, je dis ça pour rigoler en vrai. C'est pas vraiment, enfin, je sais pas, je pense que je m'y attendais un peu. Vraiment au niveau émotionnel que j'ai dû accepter. Souvent, ce que les gens, la notion qu'ont les gens par rapport à accepter, c'est accepter le comportement de quelqu'un d'autre. Hmm. Ah oui, attends. Moi, je pense que dernièrement, ce que j'ai dû accepter, c'est que j'arrivais pas à accepter que j'étais dans une phase où j'allais pas bien. Et parce que je me rendais pas compte que j'allais pas bien en fait. Je pense que j'ai passé 3 mois là cet été jusqu'à septembre où je me suis totalement repliée sur moi-même, où j'étais beaucoup sur les écrans, j'étais beaucoup la tête dans mon travail, et j'avais perdu une partie de qui j'étais. C'est-à-dire, c'est ma mère qui me le disait en fait, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, mais elle me disait Julia, quand t'es avec moi, j'ai l'impression que t'es ailleurs, t'as le regard vide. Autour de moi, bah, c'était le bordel, alors que j'ai toujours été une fille hyper ordonnée, hyper soigneuse et tout, et je me reconnaissais pas, tu vois. Et je sentais, enfin, moi, je me rendais pas compte que j'allais pas bien, tu vois. J'étais juste en mode, non, mais c'est bon, je travaille et j'éteignais mon ordi à 22h30 et le matin à 7h, c'était déjà ouvert, tu vois. Et je me rendais pas compte que je m'étais totalement laissée aller un peu dans cette période et oubliée. C'est aussi une période où j'ai pas du tout écrit. Et je me rends compte à quel point c'est hyper négatif pour moi quand je passe autant de temps sans écrire, parce que ça veut dire que je passe beaucoup de temps sans processer mes émotions et mes pensées. Et du coup, je vis beaucoup plus en mode automatique et beaucoup moins en mode intentionnel. Et du coup, ouais, c'est une période où j'allais vraiment, enfin, j'étais vraiment pas bien au niveau physiologique, quoi. Et depuis septembre, j'ai repris le sport. Donc là, ça va déjà beaucoup mieux depuis. J'essaie d'avoir un meilleur équilibre. Mais ouais, je pense que cette période, elle n'est pas facile parce que j'étais souvent dans un mood assez bas, avec très peu d'énergie. Et ça me ressemble pas du tout. J'étais tout le temps une personne qu'on a considérée comme Julia, elle a tout le temps de l'énergie, tout le temps positive ou des trucs comme ça. Ça, c'est un peu mon identité, tu vois. Et le fait justement qu'on me reconnaisse pas ou que ma mère me dise bah je sais pas t'as pas d'énergie ou t'as pas tu souris pas ou tu parles pas, bah c'est en mode bah moi je me rendais pas compte. Donc ouais, je pense que ça c'était assez dur et maintenant je me rends compte et maintenant je la remercie de m'avoir fait prendre conscience que je allais pas bien, tu vois, que c'était pas moi. Mais sur le coup ouais, j'avais pas envie d'accepter d'être pas toujours au top, quoi. Ouais, il y a plein de choses derrière le fait d'accepter. Et accepter quelque chose, c'est reconnaître son existence.
Et sachant qu'en fonction de tout ton schéma, le fait que tu sois pas bien, voilà, après il y a plein de trucs à creuser, mais dire qu'on n'est pas besoin dans une situation, ça a beaucoup d'implications sur tout ce qu'on fait, peut être très difficile. Ouais. Et c'est marrant que tu parles du sport, parce que moi aussi c'est quelque chose, je sais que justement j'ai un équilibre entre, actuellement ma priorité c'est mon business, c'est mon esprit, et évidemment corps esprit c'est important. Mais pourtant j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, je sais qu'il faut que j'aille à la salle, je sais qu'il faut que je fasse des trucs, mais j'ai du mal à y mettre ma touche à moi. Quand tu es à la salle, je fais des trucs qui me parlent moins actuellement et j'arrive pas du tout à décrocher de mon travail quand je suis à la salle. Mais en plus, le pire, c'est que vu que tu bouges, ton corps il respire et tu as des idées qui viennent. Et moi, vraiment, à la salle, j'ai qu'une seule envie, c'est de travailler. Actuellement, c'est un équilibre qui est difficile. Ok, c'est trop drôle parce que moi, vraiment, à la salle, j'arrête pas à penser à quelque chose. Hein. Franchement, c'est bien un endroit où. Mais je trouve que sur les machines, c'est un peu statique. Moi, je fais pas mal de cours où tu bouges ensemble et franchement, je suis tellement concentrée sur ce que je suis en train de faire que j'avoue que c'est le seul moyen. Bon, enfin, c'est le seul moment de la journée où je pense pas du tout au travail. Ah non, ouais, mais parce que je suis pas tant que ça sur les machines. En fait, je fais beaucoup de cardio. Parce que sur les machines, le problème, c'est que autant tu as une phase de 30 secondes où vraiment tu es à fond dedans, mais tu as la phase de 2 minutes où tu fais rien. Ouais. Et rien faire, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est très difficile. Confrontée à ses pensées. Non, c'est même pas ça. En vrai, j'ai tout le temps mes pensées, mais c'est juste que j'ai des objectifs précis, j'ai des choses que j'ai envie d'atteindre, et du coup, rien faire, c'est difficile pour moi actuellement. On va revenir peut-être un peu plus sur le sujet. Tu as parlé de l'hypersensibilité, et bah, ça, c'est quelque chose d'important pour moi parce que tu as tout le discours des personnes qui sont en mode mais non, ça n'existe pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est reconnaître que tout le monde est différent. Le fait d'être hypersensible, t'en as qui l'utilisent pour se donner une excuse, et bah ça c'est juste pas excusable. C'est des gens qui veulent juste se donner une excuse, et dans ce cas-là, hypersensibilité, il faut mettre de côté, ça donne n'importe quelle excuse. Euh, Moi, je me reconnais hypersensible, sachant que ça va être difficile pour mon entourage de le comprendre, parce que j'ai passé 17 ans à justement étouffer toutes mes émotions, et en tant qu'hypersensible, c'est encore plus dur pour te dire à quel point je mettais des carapaces, et j'ai encore une carapace très forte dans certains contextes, quelque chose que j'essaie d'enlever. Mais cette reconnaissance que il y a des gens pour qui certaines choses vont être plus difficiles, plus faciles, des tendances naturelles, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, je pense que j'ai eu du mal aussi. C'est assez difficile aussi d'estimer qui est hypersensible. En fait, quand tu regardes des vidéos, suis-je hypersensible ou trucs comme ça, les critères restent quand même assez vagues. Je pense que pour avoir il y a très peu de personnes qui vont jusqu'à faire un suivi assez poussé. Et du coup, moi, c'est plutôt des gens qui m'ont fait refléter que j'étais hypersensible. Et moi, en fait, ça m'a grave soulagée le jour où j'ai compris ça, que j'étais hypersensible parce que, tu vois, j'avais jamais compris pourquoi j'avais l'impression d'avoir plus d'émotions que les gens ou pourquoi j'étais plus sensible à, je sais pas moi, la beauté du paysage ou pourquoi je pouvais plus genre, pleurer devant un paysage, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, mettre des mots, je le vis pas du tout comme une case ou un enfermement, mais je le vis comme une compréhension plus fine de qui je suis euh, et de pourquoi je réagis si fortement à certaines émotions, à certaines réactions, à certains mots, à certaines images. Donc je trouve ça plutôt libérateur. Le soulagement. Mm. Moi, c'était plus avec le MBTI que j'ai trouvé ça. Ouais. Et en vrai, avec l'hypersensibilité aussi, mais un peu plus léger. Parce que, en fait, j'ai passé, du coup, 17 ans à essayer vraiment d'être dans la norme. Et je m'enfermais énormément. Et quand on m'a dit que les autres sont pas comme toi, eux, par exemple, tu as la notion de introverti-extraverti, l'extraverti qui aime les soirées. Et actuellement, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'extraverti. Moi, les soirées, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et bah, le fait de me dire, écoute, oui, eux, ils aiment ça. Et déjà, ça, c'est quelque chose que je pouvais pas comprendre. Me forcer un peu à aimer sans comprendre pourquoi, comment on peut aimer ça. Mm-mm. Me dire que, ah oui, ça sera normal, je vais jamais aimer ça. Si jamais je veux y aller, ce sera pour des raisons différentes. Que faut que j'essaye d'adapter ça à mes tendances à moi, à ce que j'aime moi. Mais que si j'essaye de faire comme tout le monde, bah, moi, je serais pas heureux. Et parce que j'ai vraiment passé longtemps à essayer de faire comme tout le monde. Et ça me rendait très malheureux. Mm-mm. C'est vrai que le MBTI, c'est hyper puissant pour aider à comprendre sa personnalité. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Bon, j'ai creusé un peu plus loin que le MBTI parce que je trouve que c'est très limité. Et en vrai, on revient dans l'individuation parce que le MBTI, ça vient de la même chose que l'individuation, ça vient des travaux de Carl Jung. Et pour moi, vraiment, c'est mon modèle. C'est le numéro un, et personne qui est l'atteint. Parce qu'il y a beaucoup de notions dans le. En fait, dans le MBTI, le problème, c'est que si tu mets juste comme ça une case, comme ça fixe, et genre, hop, t'es dans ta case, il y a des gens qui sont juste contents du fait d'être dans leur case et qui ne vont pas chercher à évoluer. L'évolution, c'est quelque chose de particulièrement important pour moi, qui n'est pas présent dans le MBTI classique, mais qui est présent dans les origines du MBTI.
Et il y a notamment ces notions de... En fait, le MBTI, si tu regardes sa structure, elle est très très simple. Je peux la résumer en 30 secondes. Tu as des fonctions cognitives. En fait, tu as le traitement de l'information. Et le traitement d'information, il y a deux façons, soit dans la rationalité, soit dans l'émotion. Et à côté de ça, tu as la prise d'information, et soit elle est intuitive, donc avec une vision globale et assez axée vers le futur, ou soit cette prise d'information-là, elle est ce qu'on appelle sensible, c'est dans le détail et vraiment dans le moment présent. Et donc comprendre que s'il y a ces différentes fonctions-là, qu'il y a des gens qui vont voir naturellement une tendance, en fait on a tous 4 fonctions. Et du coup notre première fonction c'est une tendance plus forte, deuxième fonction tendance moyenne, troisième fonction elle est éveillée ou non en fonction de notre âge, mais globalement l'objectif c'est d'éveiller toutes ces fonctions et d'atteindre un équilibre entre tout ça. Et juste comme ça c'est super facile à comprendre, c'est beaucoup de travail et c'est ça aussi un peu l'individuation. Ouais, franchement, il faudrait que je creuse. Ça me trigger un peu quand tu dis il y a des gens qui sont satisfaits quand ils ont trouvé leur MBTI, parce que je pense qu'à un moment, ça m'a satisfait. Euh, de... Ouais, c'est pas forcément tu mets dans une case, parce que quand on dit ça, ça fait tout de suite hyper péjoratif, mais pareil, que ça t'amène des clés de réponse, et c'est vrai que ça peut être dangereux quand tu justifies tous tes comportements par ton MBTI, et tu dis, ah oui, non, mais moi, genre moi, par exemple, je suis ENFP, et donc le P, c'est prendre des décisions sans trop planifier. Et donc, du coup, moi, parfois, quand je fais des trucs impulsifs, je fais, ah ouais, mais je suis ENFP. Alors que non, bah, il y a certains, il y a certains trucs où, genre, j'aurais intérêt à rationaliser plus, à faire plus un plan avant de me lancer, et où je choisis quand même d'aller un peu à la sauvage, genre, suivre mon instinct, et dès que j'ai une idée, le faire, alors que, bah, parfois, ça aurait nécessité un peu plus de réflexion, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut pas s'enfermer dans des cases, parce qu'en plus, parce que ça bouge, enfin, c'est pas du tout figé, et ne pas essayer de justifier tous ces comportements par ça, mais aller au-delà justement des appellations, essayer de comprendre qui l'on est à travers des prises de conscience personnelles et pas par un test extérieur qui t'a dit tu es ça, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, il y a des gens justement, ça c'est même ceux qui connaissent beaucoup le MBTI, qui sont en mode c'est une passion, c'est un hobby, ils ont pas cette notion que le MBTI ça touche à ton identité en fait. Mm. Et pour certains, du coup, ça leur pose pas de problème de dire que c'est le MBTI, comme ça ils disent ça pour être marrant. Parce que, enfin voilà, ils disent ça parce que c'est marrant. Sauf que le MBTI, ça va toucher à ton ressenti de ton identité et t'as des gens avec qui ça va faire plus ou moins écho. Ouais. Et quand t'as quelqu'un qui fait écho avec son MBTI, que tu vas commencer à dire qu'il est pas ci, il est pas ça, et ben en fait là tu lui parles, lui il va comprendre ça sur son identité. Et là tu peux faire du mal aux gens. Et il faut comprendre aussi que dans le MBTI, tu as une case oui, mais tu as toujours la notion d'éveil au sein de ta case. En vrai, il y a énormément de choses derrière le MBTI et il faut comprendre que ceux qui débutent aussi un peu, il y a des gens qui ont du mal à comprendre les autres et du coup ils utilisent le MBTI comme un outil pour pallier à ça. Et le problème c'est que au début tu l'utilises pour l'aider et il y en a qui sont tellement habitués à utiliser ça qu'ils l'utilisent tout le temps. Et du coup ils s'apprennent pas à utiliser d'autres compétences Mm. et ils vont complètement se cacher derrière le MBTI dans leur analyse de comportement des autres. Bon, ça aussi, il y a plein de choses qui sont dommages, mais en vrai, c'est comme tout, quand quand un outil, tu l'utilises trop, quand tu te rends plus compte que c'est un outil et que tu l'intègres à toi, ça va t'empêcher d'avancer. Ouais, carrément. Et, euh, et justement, par rapport à... Parce que tu as la notion de avancement conscient, justement, on va parler de David Laroche, qui est important pour toi. On avait déjà parlé du fait que il a tendance quand même à manipuler. David Laroche est très très fort, il a plein d'outils pour manipuler les gens. Il a une conscience de ce qui est bon, ce qui marche, et souvent, ce qu'il a tendance à faire, et moi je pense que ça vient d'une bonne volonté, c'est qu'il a tendance à manipuler les gens pour les amener à un endroit que lui il pense qui est bon pour eux. Et le problème que ça peut être, c'est que David Laroche, il te prend là, il t'emmène là-bas, mais une fois que tu es là-bas, pareil, comment tu fais pour avancer par toi-même, quoi? Mm. Euh, Dans manipulation, toi, t'entends dans ses coachings ou quand il essaye de vendre des programmes? Bah, j'ai pas fait ses coachings, je l'ai vu vendre des programmes, j'ai vu ses vidéos, son contenu, ouais. Du coup, ouais, j'ai pas ce vécu de suivre son Mhm. accompagnement à lui. Alors, alors, est-ce qu'il manipule? Ben, moi, je dirais que il a tellement conscience de la valeur qu'il apporte dans ses coachings que ça lui pose pas de problème éthique d'inciter à vendre avec du copywriting ou des trucs comme ça. Mais en fait, tous les textes, enfin, moi, je pense qu'on est tous des manipulateurs. Enfin,
Mais la manipulation, c'est positif. C'est aussi une forme d'influence. Je veux dire, quand on lit ou quand on fait un TikTok sur quelque chose, on essaie d'influencer la pensée de quelqu'un pour le faire penser d'une autre manière. Donc, il y a de l'influence partout. Et manipulation, c'est peut-être un terme un peu plus alarmiste pour dire influence, tu vois. Donc, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est manipulateur. Je pense que c'est un très bon vendeur qui sait par contre beaucoup jouer sur la douleur de certaines personnes et en fait qu'il utilise la douleur des gens pour leur faire vendre ses programmes. Mais c'est quand même... Bon, déjà, ça, c'est un peu la base du marketing. Enfin, en gros, un truc qui m'a trop intéressée cette année, je me suis formée au copywriting. Donc, copywriting, c'est justement écrire des pages de vente, enfin, écrire pour vendre. Et dans le copywriting, il y a ça, il y a comprendre la douleur de la personne à qui on s'adresse, insister sur cette douleur dans les textes qu'on écrit pour vendre ses programmes, et justement lui montrer un autre futur, ensuite, enfin, la projeter dans le futur qu'elle aura une fois que tu auras fait sa formation, tu vois. Et donc, c'est exactement ça qu'il fait. Donc là, par exemple, il insiste sur le fait que les gens, ils veulent atteindre leur objectif, mais ils n'y arrivent pas. Du fait qu'ils n'ont pas la vie qu'ils méritent. Du fait que ils ont des gros rêves, mais que leur vie ne correspond pas du tout à leurs grands rêves, qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je pense qu'au contraire, ça peut être ultra positif. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui achètent les programmes et qui ne les font pas parce que sur le coup, ils ont été incités et ils n'y arrivent pas. Après, c'est aussi une... je sais pas, peut-être discipline personnelle ou ça dépend. J'ai déjà fait de prendre un programme et de pas le suivre. Des fois, c'est juste si t'arrives dessus et c'est pas les attentes que t'avais, t'es un peu déçu. Ouais. Et ouais, les programmes, c'est toujours un certain investissement. Et surtout dans le développement personnel, il y a beaucoup de gens qui voient moins ce que ça leur apporte. Et quand tu comprends pas ce que ça t'apporte, du coup, t'as pas vraiment d'intérêt à y aller. Et tu peux te partir, entre guillemets, très vite. Ouais. Et pour revenir sur la manipulation, c'est vrai que moi, j'avais pas cette connotation négative. Pour moi, la manipulation, c'est plus que, en fait, si tu influences quelqu'un, mais que c'est léger ou que tu le fais pas très bien, ça va juste être de l'influence. À partir du moment où tu le fais bien, ça devient de la manipulation. Mais en fonction, il y a cette notion pour moi de manipulation éthique ou non éthique. Voilà. Après, voilà, une manipulation, il y a le fait de forcer les gens. Il y a plein de réflexions autour, mais pour moi, tant que la manipulation est éthique, ça pose pas de problème. Ouais. Et surtout, David Laroche, c'est assez fou parce que c'est un puits de connaissances. Tu vois, comme sur les podcasts, c'est fou tout ce qu'il a emmagasiné. En neurosciences, ouais, c'est vraiment incroyable. Toutes les études qu'il fait. Et autant, lui, il vulgarise beaucoup, donc peut-être que quand on regarde ses vidéos, on se rend pas compte de toutes les recherches qu'il y a derrière, mais parce que c'est sa mission aussi. Genre, sa mission, c'est de collecter tout ce qui existe en neurosciences pour créer des méthodes qui soient actionnables pour les gens, tu vois. Et du coup, il a fait la synthèse de plein de trucs qui existent. Et en développement personnel, il y a plein de conseils de bon sens qui n'ont aucune véracité scientifique, tu vois. On va dire, par exemple, penser positif ou des trucs comme ça, c'est de la merde, tu vois, des trucs comme ça. Donc... Oula, attention. Moi, j'ai du mal, toujours des propos qui sont aussi extrêmes. Penser positif, ça marche pour des gens. Moi, mon père aime beaucoup. Il y a des gens que ça va aider. Et c'est surtout une question de là où t'es, là où est-ce que tu veux aller. Ouais. Quand tu cherches un truc rapide à mettre en place, ça va marcher. Et sachant que dans le développement personnel, c'est beaucoup une notion de croyance. Si tu crois que quelque chose est bon pour toi, il sera bon pour toi. Si tu penses que cette chose elle est pas bonne pour toi, elle sera pas bonne pour toi. En fait, par pensée positive, je voulais dire, en fait, ouais, désolée, j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais c'est un exemple qui m'a marqué, qui m'a donné, c'est qui donne notre information, c'est la visualisation positive. En fait, il dit que il y a beaucoup de, si tu restes en surface du développement personnel, tu te dis, il faut visualiser ses objectifs pour les atteindre. Et ensuite, ce qu'il lui a découvert avec justement toutes les études scientifiques qui ont été menées sur la visualisation, c'est que visualiser ses objectifs uniquement dans le positif peut au contraire être pire que ne pas visualiser ses objectifs, parce qu'en fait ça te dit, ça te donne l'impression que tu vas les atteindre ou que c'est déjà fait, et du coup ça t'incite bizarrement moins à agir. Alors que la bonne manière de visualiser, c'est visualiser à la fois le pire scénario et à la fois le meilleur scénario. Pour moi, il y a une nuance à apporter, surtout dans ce cas-là. Le fait que ça peut, en fait, ça va dépendre beaucoup des gens. Faut savoir que quand tu as un objectif, rien que le fait de paraître cet objectif, de dire, par exemple, tes bonnes résolutions, si tu dis, je vais me mettre au sport, on est le 2 janvier, tu dis à tes potes, je vais me mettre au sport, ils te croient, ils te disent, oh, trop bien. Tu récupères déjà des oh, trop bien. Tu dis, c'est rentable de se mettre au sport. Mais t'as déjà, parce qu'en fait, si tu fais ça pour le regard des autres, si tu fais ça pour recevoir des oh, trop bien, t'as déjà eu ta récompense, t'as obtenu tout ce que tu pouvais obtenir. Et du coup, t'as pas de raison de te mettre au sport. Et dans ce cas-là, la visualisation, vu que tu as visualisé que le positif et que tu l'as déjà, ça t'apporte rien. Mais une personne qui a un objectif différent,
Bon, déjà, il faut comprendre que rien que le fait qu'elle en parle, ça sera de la visualisation. Ce qui est important, en fait, c'est juste qu'elle se projette. Elle se projette au point où elle atteint cet objectif. Et ça va vraiment dépendre des gens. Et en général, ce qu'ils perdraient à visualiser, ils le perdent rien qu'en faisant de parler de leur objectif. Et en général, ils l'ont déjà perdu, donc c'est pas si grave que ça. Enfin, le développement personnel, ça va vraiment être. Enfin, pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle développement personnel. Ça dépend énormément des individus. Il y a plein de techniques qui, sur la majorité des gens, elles ne marcheront pas. Sur un individu en particulier, elles vont marcher parce qu'il y croit. Et il y a aussi le fait que, en fait, pour moi, la seule chose qui compte, c'est de avoir des objectifs, se fixer des objectifs et de marcher vers cet objectif. Tout le reste, on s'en fout. C'est des raccourcis, des catalyseurs, c'est des détails. Ce qui est important, c'est juste de visualiser son objectif et d'aller vers cet objectif. Dans ma vision, mon développement personnel, moi, il s'oppose beaucoup à la science, mais c'est aussi par rapport à mon vécu, parce que j'ai un vécu où j'étais beaucoup dans la science, et pour moi, le propre de la science, c'est de généraliser, alors que justement, l'individuation, c'est de revenir à l'individu, se séparer de cette généralisation. Et du coup, j'ai un peu du mal avec ce que fait David Laroche, parce que il essaie de recréer des généralisations. Par contre, quand je l'écoute sur des podcasts, en général, quand il fait une généralisation, t'essayes, tu vois que ça marche, et tu te dis, bah, juste, il est trop fort, quoi. Ouais. Non, franchement, je trouve que ouais, il est pas trop dans la généralisation. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une grande finesse dans ce qu'il dit. Et même quand tu suis enfin, je trouve que quand je suis les programmes, il y a, ouais, il y a vraiment une grande finesse dans tout ce qu'il recommande et tout ça. Et on sent que tout est ultra complexe. Et que tout ce qu'il recommande, il l'a soigneusement étudié avant, tu vois. Donc, moi, j'ai une grande confiance dans ses recommandations à lui. Et c'est vrai que le fait que ce soit tout backé par la science, c'est hyper puissant, quoi. C'est pas du bon sens ou des trucs. Parce que Bah après, voilà. Pour moi, le danger, c'est pas de remettre en question le bon sens non plus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité par rapport au bon Oui, c'est vrai, sens. c'est vrai. Il y a le philosophe Montaigne qui était beaucoup dans le bon sens. Et ses essais, c'est quasiment que du bon sens, Mmh. hein. Et rien que si tu mets en place tout ce qu'il y a dans les essais de Montaigne, tu vas être quelqu'un d'absolument incroyable, hein. Oui, pardon, je voulais pas dire bon sens, je voulais dire plus croyance populaire. Genre un peu croyance populaire, un peu facile, ou de prime abord, ça te paraît correct, mais en fait, si tu creuses un peu et que tu les questionnes pas assez, bah, c'est assez néfaste. En soi, toujours tout questionner, toujours tout remettre en question, se faire son propre opinion. Et surtout que, en fait, moi, dans mon business, bah, qui est très, très personnel, c'est vraiment mon image. Quand il vient le moment de vendre, c'est pas du tout mon truc. Mmh. Et, il y a plein d'outils pour vendre. Et j'ai un vrai blocage quand il y a un nouvel outil de vente. Si jamais je vais juste l'appliquer comme ça, moi je suis incapable. J'ai besoin d'intégrer l'outil, de le reprendre, de le faire à ma façon, le relier avec tout ce que je fais, l'intégrer. Vraiment la notion d'intégrer, prendre quelque chose et en faire sa possession, son truc à soi, y mettre son unicité. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut vraiment essayer de mettre partout. Et ça revient à ce qu'on a dit au début où tout est relié en fait. Et essayer de tout relier, c'est très important pour moi. Quand tu dis tout relier, tu dis par exemple tout relier à soi ou essayer de tout personnaliser, de tout faire à ton image? En fait, c'est plus que soi. C'est juste que comprendre que tout ce qui nous arrive, ça va être lié à tout ce qui nous arrive. Puis moi, je suis beaucoup j'ai des programmes, comme je t'ai dit, qui sont dans ma tête. Et quand quelque chose arrivait, activer le bon programme, relier ce qui est nouveau à ce que j'ai déjà. Et quand je dis ce que j'ai déjà, c'est qui je suis personnellement, mon business, mes relations, absolument tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Bon, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que ça serait quoi, toi, si tu dois faire passer un message, ce serait quoi le message que tu veux faire passer? Mon message, ce serait de prendre conscience, avec le plus de recul possible, des déterminismes et des consciences dont on a hérité. Parce que plus on arrive à les identifier et plus on arrivera à travailler dessus et à s'en libérer. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on croit parfois avoir s'être libéré d'une certaine façon de penser, on se rend compte qu'il y en a plein qu'on continue de reproduire parce qu'on n'en a pas encore pris conscience. Donc ça va être un processus super long. Enfin, toute sa vie, on va continuer de déconstruire des croyances limitantes. Et je pense que plus on arrivera à les mettre le doigt dessus et trouver des solutions pour s'en défaire, plus on sera épanoui et plus on se sentira libre de nos choix et de nos actions. Moi, je donne l'exemple, par exemple,
à un certain moment, mes pensées limitantes, elles venaient de ma famille, elles venaient du fait que mes parents, ils n'avaient pas fait de grandes écoles. Et du coup, moi, je me croyais incapable de faire une grande école. À un autre moment, ça a été que mes parents, ils n'avaient pas réussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, mon père n'avait pas réussi dans l'entrepreneuriat et ma mère a toujours été salariée. Donc, je pensais que c'était impossible de réussir dans l'entrepreneuriat. Ou alors, eux avaient peur que je fasse ça parce que ils n'avaient pas de modèle de réussite. À un autre moment, ça va être les relations. J'ai pas de modèle de couple épanoui dans ma famille, donc je pense que c'est impossible de trouver l'amour, tu vois. Et puis plus tard, ça va être des croyances liées à la réussite. Et il y a plein de trucs dont on hérite et qui ne nous servent pas en général. Au contraire, qui nous desservent et qui sont, qui ont un poids super fort en fait. Et il est d'autant plus fort qu'on n'en a pas conscience. Je pense que voilà, essayer de les identifier, c'est le meilleur moyen de s'en libérer. Et il y a des super exercices pour justement transformer des croyances limitantes. Il y a des super méthodes pour se libérer des schémas familiaux. Donc, moi, c'est des outils sur lesquels j'essaie de travailler en ce moment et qui, je trouve, sont hyper libérateurs. Et c'est très vrai ce que tu dis, il y a toujours quelque chose derrière. Et même quand il y a une croyance, on voit quand on est libéré, il y a plusieurs niveaux de libération et elle revient souvent après. Mm. Et il y a aussi le fait que même quand on comprend quelque chose, l'événement auquel j'étais le week-end dernier, justement, on avait parlé des phrases qui nous ont marqué dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tu as des phrases tout à fait basiques, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension. Ouais. Et la même phrase va aider une personne, et je lui ai dit à une personne qui est experte, qui a 20 ans de travail dessus, elle peut toujours l'aider parce qu'il verra autre chose derrière. Et quand tu commences à creuser sur tout ce qui est l'humain, tout ce qui est la conscience, il y a des choses de partout et c'est vraiment très très riche et moi je trouve ça juste incroyable. Mais c'est clair qu'un même conseil peut être identifié de façon hyper différente, interprété de manière hyper différente. Et moi, en ce moment, je suis en train de lire beaucoup sur les blessures de l'âme et tout ça. Et un truc qui m'a marqué dans ce que je lis, c'est que un même commentaire peut être vécu par par différentes personnes différemment selon leurs blessures. Et qu'un même message peut faire ressortir leurs blessures différentes. Je sais pas, ça m'a Ouais. grave marqué. Et ben, justement, moi, le travail que je suis en train de faire maintenant, c'est sur les blessures. Donc, c'est d'identifier tes blessures et de t'en libérer. Euh, et c'est aussi, enfin, en fait, je pense que aussi plus ça va et plus c'est spirituel comme détachement. Au départ, c'est assez concret, tu vois, entrepreneuriat, études et tout. Et plus ça va et plus ça demande peut-être un niveau de conscience un peu différent ou plus de spiritualité. Mais je trouve qu'il y a plein de réponses à trouver dans d'autres outils, parfois moins rationnels comme on l'entend, mais qui apportent Ouais. autant de clés. Et je pense qu'avant, je m'autorisais pas trop à aller dans ces outils-là, parce que j'étais en mode, enfin, je sais pas, je me sentais un peu bizarre, genre limite déviante de lire ce genre de trucs. Et il y a beaucoup de peur aussi des sexes. Je sais que ouais, autour de ma famille, quand je lisais ça, je sens que ça fait pas forcément écho, tu vois. Mais c'est pas grave, je me dis Ouais. que si ça me parle à moi et que je sens que ça peut me servir, bah, il faut tester quoi. Il faut pas avoir peur de tester nouvelles choses. Et puis si je me rends compte que ça me dessert, bah, j'arrêterai aussitôt. La spiritualité c'est très particulier et moi actuellement j'y suis vraiment beaucoup 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 et c'est plein de choses que tu peux pas forcément partager parce Ouais, que c'est avant tout du vécu. C'est des choses que si tu dis à quelqu'un il pourra juste pas le comprendre. ouais. Et c'est justement pour moi j'appelle ça le niveau de conscience. Il y a des choses que tu peux pas avoir conscience et c'est ok, Mm. ça arrivera plus tard. Et la spiritualité c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut arriver. Il faut Il y a des gens qui ont des éveils assez brutaux. Oui, moi j'ai eu un éveil qui a été très progressif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Mais t'en as qui sont un peu jetés dans la spiritualité et qui peuvent se perdre. C'est quelque chose qui peut aussi être dangereux Ouais. si tu veux. En fait, si tu cherches des réponses dans la spiritualité va te donner des réponses, mais en général, et justement, pas toujours par rapport au niveau de conscience, c'est souvent des préceptes qui sont très généraux pour que chacun puisse y comprendre quelque chose en fonction de son vécu. Mm. Mais quand tu as des personnes qui essayent de se projeter, de se jeter dans la spiritualité, qui sont un peu perdues, elles vont y comprendre des choses parce qu'elles cherchaient des réponses, elles vont prendre des réponses. Mais non, c'est pas, c'est des réponses ils sont pas prêts, ils peuvent pas entendre, ils peuvent pas comprendre et Mm. ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Et beaucoup de gens qui se perdent dans la spiritualité. Ouais, mais c'est vrai que moi, par exemple, je pense que les choses arrivent au bon moment aussi. Tu vois, par exemple, si on m'avait parlé de divine féminine ou divine masculine, genre il y a 3-4 ans, bah, ça m'aurait pas du tout parlé. Ou même maintenant, je me rends compte parfois, Julie Laroche, par exemple, elle, quand elle parle de ses programmes, je ne comprends rien. Et je sens que je suis pas prête encore. Tu vois, elle parle un truc dont elle parle, c'est éveil de Kundalini. Et genre vraiment, j'ai écouté, elle avait fait un jour une dizaine de stories pour parler de ses programmes. Je ne comprenais rien, ça ne me parlait pas du tout. Alors que par exemple, pour Chloé Bloom,
tout ce qu'elle dit à mon niveau de conscience actuelle me parle. Donc je pense qu'il faut aussi savoir choisir à un moment qu'est-ce qui te parle et à quoi tu te sens prêt, et ensuite monter comme ça. Mais moi, par exemple, je m'en suis rendu compte, j'ai une amie là, elle vient de se faire licencier de son travail. Elle habitait en Estonie. Dans un mois, elle vient habiter en France. Donc, elle est estonienne, elle vient habiter en France, elle parle pas français. Et là, elle a trop peur parce que du coup, elle va devoir trouver du travail en France. Et elle m'a envoyé un message ce matin, elle était super mal. Et elle comprenait pas, enfin, elle tombait vraiment de haut et tout. Et je lui dis, t'inquiète pas, tout arrive pour une raison. Tu comprends peut-être pas pourquoi ça t'arrive maintenant, mais souvent, on a besoin de quitter une situation et que tout s'écroule pour que quelque chose de beaucoup plus épanouissant se construise. Et ça, je sens que c'est un niveau de conscience que j'ai construit cette année, tu vois. Parce que, par exemple, en février de cette année, il y avait plein de trucs, genre, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, tu vois. Je trouvais pas de stage, je devais déménager, tu vois. J'ai l'impression de dépenser, d'avoir énormément de dépenses et de pas du tout pouvoir assumer au niveau financier. Je devais trouver un job étudiant. Enfin, en fait, ça me générait beaucoup, beaucoup de stress. Et en fait, les mois d'après, tout s'est aligné, genre, de la meilleure des façons, tu vois. Tout s'est passé de la meilleure des façons. Et j'essaye de me rappeler tout le temps de ça. Ça, c'est un des meilleurs apprentissages du programme, je pense, c'est de voir que tout arrive pour une raison. Et que même les événements les plus négatifs, ils n'arrivent pas pour te faire du tort. Ils arrivent parce qu'au contraire, quelque chose de mieux se profile derrière et que tu comprends peut-être pas à l'heure actuelle pourquoi tu traverses telle ou telle difficulté, mais que telle difficulté te prépare pour une nouvelle période de ta vie qui sera plus épanouissante. Donc voilà, peut-être que ça paraît hyper perché pour certaines personnes, mais moi, le fait de me rappeler tout le temps ça et tout le temps, me dire que y a pas le mauvais sort n'est pas contre moi, ou tu vois, et parfois on a trop des pensées aussi un peu j'ai pas de chance, ou ça n'arrive qu'à moi, ou oh mais tout va mal, ou pourquoi pour les autres ça se passe bien et pourquoi ça me va pas bien et tout. En fait, te dire que non, il n'y a pas de conspiration contre nous, l'univers nous veut du bien, entre guillemets. Et moi, essayer de me dire ça, que David Laroche, il a une phrase, tout conspire pour que les choses passent bien, tu vois. Genre, il dit, regarde, à l'échelle de ta vie, à l'échelle de l'humanité, tous les pires scénarios qui auraient pu se passer, et toi, t'es là, t'es bien, tu as les bons apprentissages au bon moment, genre la vie te présente les bonnes situations, les bons challenges au bon moment pour te faire grandir de la meilleure manière. Et genre, franchement, enfin, changement d'état d'esprit total depuis que je me vois les choses comme ça. Donc, je sais pas si elle a compris, ma copine, sur le coup, pourquoi je lui dis ça. Peut-être qu'elle va dire, mais elle est folle ou quoi, pourquoi elle me dit pas désolé pour toi que t'es licenciée. Mais je trouve que ce changement de paradigme est hyper puissant, quoi. Ouais, mais je trouve que, en fait, quand tu l'as vécu, déjà, tu le comprends et tu vois aussi que il est complètement logique parce que c'est la seule chose qui a du sens. Parce que si tu es d'avis que Grave. les choses arrivent parce que quelque chose d'autre va arriver, tu te prépares à quelque chose d'autre. Alors que si jamais t'es en mode, oh, ma vie elle est nulle, enfin, tu descends dans la courbe, tu descends en enfer et il peut rien t'arriver de bon. Donc, dans ce côté-là, c'est très logique, mais il faut vraiment le, le, le vivre et c'est une croyance. Et il faut aussi comprendre, pour moi, quelque chose d'important, c'est que tout est une croyance. Si tu crois à quelque chose, c'est vrai et ça va arriver. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose qui change toute ma vie. Et beaucoup de gens ont cette croyance du chemin que les choses vont arriver d'une certaine façon et ils se rendent pas compte que c'est juste une croyance. Il n'y a pas d'obligation. Tes attentes, bon, il y a toute une notion aussi sur les attentes. Tes attentes qui te font forcément du mal, peut-être pas. C'est des sujets où, quand tu as un éveil, quand tu prends du recul sur tout ça, prendre du recul, c'est très riche. Et comprendre qu'il y a des choses que tu vois actuellement, que tu peux aller vers, et faut pas non plus te forcer. Comme tu dis, quand on te parle de Kundalini, si ça te parle pas maintenant, déjà, il y a de grandes chances que tu ne sois pas sa cible. Kundalini, c'est la philosophie indienne. Donc, c'est une pensée assez différente de la nôtre. Et Chloé Bloom, moi j'aime beaucoup, et elle est beaucoup plus proche de notre pensée à nous. Et bon, enfin, je pourrais partir beaucoup plus loin. On va clôturer sur ça. Si tu peux poser une question pour le prochain invité, ça serait quoi? Une question potentiellement un peu déstabilisante, et sachant que comme il n'y avait pas d'invité avant, je vais ensuite te poser une question qui sera un peu surprenante. Ok, question que j'aime trop, c'est qu'est-ce que la chance? Qu'est-ce que la chance? Ok, ça c'est bien, c'est bien pour voir la philosophie de la personne. Euh, Vu que c'est mon podcast, je pense qu'elle aura une approche qui sera proche de la tienne. Et du coup, ma question à moi, ça sera, elle était comment, Julia, petite? Je pense pleine de joie de vivre, genre vraiment hyper positive, très sage. Genre, je pense que j'étais
très très sage. Pas forcément dans le sens. Enfin, c'est pas toujours hyper positif. Je pense que si j'avais peut-être peur de se voir ou je voulais pas euh, contrarier les gens autour de moi en faisant des bêtises ou quoi. Donc, je pense très sage. Je respectais bien les règles. Je causais pas de problème aux gens. Et dans une photo, en plus, tu te réponds et j'ai une photo de moi petite en train de répondre pendant que je te réponds à cette question. Euh, ouais, très sage, mais hyper positive, hyper pleine d'énergie, pleine d'envie de faire des choses et de penser bienveillante autour des gens. Et après, je pense que j'ai peut-être été jalouse quand j'étais petite. Je pense que je me comparais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à d'autres filles que je trouvais plus jolies que moi. Ouais, je pense que je me suis énormément comparée jusqu'à super tard. Donc, du coup, ça m'a fait pas mal souffrir quand j'étais petite. Et, et jusqu'à pas si longtemps d'ailleurs. Je pense qu'on on n'arrête jamais de se comparer. Ouais, non, mais ça explique beaucoup ton parcours et c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, par rapport à l'enfance, je trouve que c'est bien pour expliquer là où t'en es. Mm. Bon, t'en as beaucoup de gens qui essayent de guérir dans l'enfance pour guérir maintenant. Moi, je suis plus dans la psychologie positive qui est du on est là, tu veux aller là, comment tu fais? Et moins réfléchir à l'enfance. Mais c'est quand même marrant parce que globalement, quand t'es enfant, les croyances se comparer, c'est super important. La peur de décevoir, Mm. ça va souvent créer plein de choses et c'est ça qui, tu dis, mais juste, t'es comme ça à l'enfance, tu rajoutes 20 ans et Ouais, bah, t'es comme ça maintenant, quoi. grave, grave. Mais justement, je suis grave en train de réfléchir à cet aspect de enfant intérieur, comment retrouver son âme d'enfant. Enfin, en ce moment, je me pose plein de questions sur ça. Comment reconnecter à cette même joie de vivre, cette même dans mes questionnements. Enfin, tu sais, quand t'es enfant, tu questionnes tout. Tu prends pas Mm. t'acceptes pas les vérités ou t'acceptes pas les évidences. Tu sais de comprendre le sens profond des choses et tout. Et quand t'es adulte, bah, finalement, t'acceptes beaucoup de choses comme étant comme ça, et t'as beaucoup moins ce côté révolutionnaire où t'as moins, je sais pas, tu renfermes un peu ta curiosité dans le, bah c'est comme ça, tu vois. Euh, alors que, ouais, j'ai envie, tu sais, que j'ai vraiment envie de retrouver justement cet esprit beaucoup plus critique des choses, ou ne pas tout voir au travers des normes sociales et de tout ce que j'ai intériorisé, mais essayer d'avoir un œil neuf sur ce que je vis, quoi. Ouais, bah attention au fait d'avoir envie de récupérer quelque chose que bah c'est le passé. T'as beau avoir une super mémoire, c'était pas exactement comme ça quand t'étais enfant. Mm. Mais ouais, c'est une belle vision. Moi, j'avoue que je suis à un stade où je suis content de là où j'en suis. J'ai des objectifs d'aller plus loin, mais je suis déjà chaque jour, je suis déjà très reconnaissant pour qui je suis et ce que je fais. Ah ouais, non, mais carrément, en vrai, oui, oui, je dis ça, mais carrément, je suis hyper contente aussi de l'évolution et tout ça. Mais je trouve que, quand, tu vois, par exemple, quand Chloé, elle parle de l'enfant intérieur ou des trucs comme ça, bah, je trouve que c'est hyper positif. Essayer aussi dans le discours interne, un truc que je me pose beaucoup en ce moment, c'est quand tu te parles mal à toi ou quand tu penses du mal de toi, bah, tu parles à ton enfant intérieur. Ça, je trouve que c'est hyper Ouais. puissant. T'as lu les quatre accords Toltec ou Ouais, pas? ouais, ouais, je les ai lus. Ok, ok. Et ouais, parce que je pensais aussi, bah, niveau perception, ça m'a beaucoup aidé. Comprendre que bah, ce que tu dis, c'est une partie du puzzle. Après, les gens, ils en comprendront ce qu'ils en comprendront. Et aussi, parce que tu parlais d'amour, et je trouve que Don Miguel Ruiz, il a une très très belle vision d'amour. Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit Les 4 accords Toltec, bah, il a fait un livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Ces livres sont très bien parce qu'ils sont très faciles d'accès, c'est un peu des petites histoires. Moi, je te le conseille. Ouais, Alors, on va peut-être terminer sur ça. Si tu devais conseiller un livre, ça serait quoi? ok, alors, je peux en conseiller plusieurs ou pas, ou un seul? Un seul livre. La... Horrible. Attends, mais parce qu'en fait, je pense que les livres, c'est assez compliqué d'en recommander parce que chaque livre va te parler à un moment très précis de ta vie. Ouais. Mais après, il faut comprendre que la personne en face, elle le mettra, ça sera une graine, et elle le prendra au bon moment. Voilà. Bon, j'ai un livre que j'ai envie de te recommander là parce que c'est ma lecture de l'année et je trouve il m'a beaucoup aidé. C'est The, The Miracle Equation, donc l'équation du miracle en français. C'est un livre qui a été écrit par Ad Elrod. Et je suis pas sûre que ce soit ton mindset proche, mais en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que il parle un peu des personnes qui réussissent dans leur vie et quels ont été les facteurs de réussite clés de ces personnes. Et du coup, il arrive à atteindre deux facteurs qui sont des constantes en fait dans toutes les équations du succès des gens. C'est un mindset hyper fort. En fait, c'est la pensée de dire mon succès est inévitable. Et genre ça, c'est hyper fort, genre vraiment. Même si ton Ça, projet, c'est les croyances. Si tu crois oui, que ça c'est vrai, et si t'es convaincu de ça au plus profond de toi, oui, ça sera vrai. c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc dont j'essaie de me rappeler tous les jours. Genre, mon succès est inévitable. Donc même si un truc ne t'arrive pas tout de suite, ou même si tu vois des gens réussir, on en a un plus vite que toi, tu te dis c'est pas grave, je suis sur mon chemin. Genre
ça arrive pour moi, genre ça va arriver, c'est sûr, tu vois. Et un autre, et la deuxième équation, enfin la deuxième variable de l'équation du coup, enfin constante, pardon, c'est le travail, les petites actions en fait que tu mets en place sur la durée répétée, en alignement avec justement ce mindset là, quoi. Des actions alignées avec donc ça fait hyper simpliste quand on le dit, mais c'est un peu le but du livre aussi. De toute façon, tout ce qui a vraiment de la valeur, c'est super simple. Ouais. Si les personnes écrivent tout un livre, c'est pour essayer d'expliquer leur process le plus loin possible. Ouais. Mais moi, pareil, ma connaissance du MBTI, je la résume en 30 secondes. Ouais. Pourtant, ça a plein de valeurs. Après, il y a plein de trucs autour. Mais c'est important de pouvoir donner une version simple de ça pour le garder dans ta mémoire. Ta mémoire, hop, tu mets cette phrase. Et après, une fois que tu as cette phrase-là, tu as plein de choses qui vont en découler. Mais globalement, tu le résumes en quelque chose de simple. Et comme ça, tu peux le comprendre, tu peux le ressortir. Mais ouais, je recommande, je pense, l'équation du miracle de Adelrod, qui m'a beaucoup rassurée dans une période où j'arrivais pas, enfin, tu sais, c'est un peu, il se passait pas grand chose dans ma vie et j'avais l'impression que, enfin, c'est pas qu'il se passait pas grand chose, c'est que c'était une période de transition entre deux grosses étapes, tu vois. Et j'avais du mal à voir l'après. Et ce livre, il m'apportait grave des réponses. Enfin, il me rassurait en me disant, tu le vois pas encore, mais ça arrive, tu vois. Donc voilà, je conseille ce livre. Super. Merci Julia, c'était un super épisode. Vraiment heureux de faire ce premier épisode avec toi. Trop contente moi aussi. Merci à toi. J'adore vraiment avoir ce genre de discussion. Je trouve ça passionnant. Donc merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à suivre Julia sur ses réseaux, ils seront en description. Elle est surtout active sur LinkedIn, elle vous prépare plein de bonnes choses pour apprendre à bien networker. Et si jamais vous voulez échanger sur ce podcast, vous pouvez me joindre en MP sur Instagram. Vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'échanger avec vous. C'est un nouveau podcast, j'ai plein de points sur lesquels je veux m'améliorer. Vos retours me seront très utiles.